Retour sur ce plateau, Abdoulaye Hamzat est déjà avec nous sur ce plateau. Je rappelle qu'il est spécialiste des questions géopolitiques. Bonjour Hamzat. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Un plaisir. Roland Laure. Vraiment. Bonne année. Merci. Et je vous permets de dire vos voeux aux téléspectateurs très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de répit, donc c'est une continuité. Heureuse année à vos téléspectateurs, aux internautes aussi, qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, avec vous, nous allons aborder l'actualité au plan international. Moi, pas saluer. Je descends, je vais prendre chez moi. Roland, vous êtes resté avec nous. Non, mais c'est comme si je suis un figurant sur le plateau. Là, je descends, pas je vais du chez moi. tout. Pas du tout. Toutes mes excuses. Allez, à nouveau, bienvenue Roland sur ce Merci plateau. Carole, bonjour Hamzat. Bonjour. Merci. Feu réciproque. Quelle corrélation entre les propos d'Emmanuel Macron et ceux du général Tiani du Niger après le discours du président français lors de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs en France? Nous allons en parler avec Hamzat et Roland qui sont sur ce plateau. Je le rappelle, 9 pays ont décidé aujourd'hui du départ de l'armée française de leur pays. Aujourd'hui, le président français a voulu redorer le blason de son pays, de l'armée française, et au cours de ce discours qu'il tenait lors de la conférence des ambassadrices et ambassadeurs de la France, il a tenu des propos quand même assez acerbes à l'endroit des pays africains. Aujourd'hui, Hamzat, quelle lecture fait des propos d'Emmanuel Macron? Je pense qu'en termes de diplomatie, ces propos pour moi sont interprétés comme des propos maladroits. Parce que quand vous êtes face à cette crise qui met en lumière la question de la souveraineté, appuyée surtout par la question de dégager les bases armées étrangères de vos États, il est important en tant que partenaire d'avoir à minima ce regard, de pouvoir tout de même rééquilibrer la donne sur la balance. Et je pense que ces propos sont allés dans le sens contraire. Et c'est ce que dénoncent depuis maintenant plusieurs années les États africains, à savoir le néocolonialisme, le paternalisme, avec ce menton du souverain, ou plutôt du colon, de l'ex-colon, qui ne veut pas céder parfois aux revendications ou parfois aux doléances de ces États et de ces populations. Donc je pense qu'il y a une malcompréhension, je vais dire, de la question de la souveraineté, de la question de ces États qui ont décidé de changer la destinée de leur population et de leur vie. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso et aujourd'hui le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont unanimes sur la question. Il faudrait à minima revoir ces accords qui ont été signés, je vais dire, à une autre époque. Il faut rappeler aussi une chose importante, c'est que le logiciel diplomatique, surtout de coopération militaire déployé par plusieurs États, superpuissances, superpuissances que je qualifie des États occidentaux, ce logiciel ne fonctionne plus en 2024, surtout quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, surtout quand il s'agit de faire face à une guerre asymétrique. La guerre asymétrique, c'est cette guerre où on ne voit pas de visage, où il n'y a pas de stratégie qui puisse marcher pour arrêter cette guerre. Et cette guerre asymétrique met en lumière 3 autres guerres. La guerre de l'information, la guerre du renseignement et avant la guerre militaire elle-même. Donc pour remporter la bataille militaire, la bataille sur le terrain, il faut réussir à gagner la guerre de l'information et la guerre du renseignement. Et je pense que sur ce tableau, la France d'Emmanuel Macron est passée vraiment à côté à travers cette déclaration. Mais cela ne veut pas dire que c'est la fin du partenariat historique entre la France et ses États. Puisqu'au-delà de la coopération militaire... Il y a certains pays où vraiment on peut noter la fin comme les pays de l'AES. Oui, je pense que ces États de l'AES ont dénoncé ces accords pour plusieurs raisons, c'est-à-dire la faillite, je vais dire,
de la présence ou de cette coopération militaire qui n'a pas eu l'effet escompté. Rappelons qu'en 2013, le Mali, dans un autre contexte, avait vu la présence de la force Serval d'abord dans un premier temps qui a réussi à repousser les djihadistes et les terroristes aux portes de Bamako. C'était un franc succès. Sauf que la force Serval qui est devenue en temps force Barkhane n'a pas réussi à être ancrée dans le social, je vais dire, des Maliens pour juguler la question du terrorisme sur le moyen et le long terme. Et je pense que ça a été le point de non-retour. À cela s'est ajouté les différents coups d'État qui ont mis en lumière, je vais dire, cette question de la souveraineté de ces États qui, d'une certaine façon, dénonçaient l'implication des forces étrangères au sein de leurs États. Et ça ne profite pas évidemment à la lutte contre le terrorisme, parce qu'en la matière, il faudrait avoir une ligne droite, une cohérence et une cohésion de toutes les parties en réalité. Et quand il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de cohérence, je pense que tout de suite on trouve l'autre comme étant un ennemi qui n'est plus fiable, et quand il doit partir en tant qu'État souverain, c'est qu'il doit partir. Je termine là-dessus en abordant la question du Tchad et du Sénégal. C'est d'autres contextes aussi, parce que les bases militaires installées au Tchad remontent à plusieurs années, et le motif principal n'était pas pour régler la question du terrorisme, on doit être clair là-dessus. Au Tchad, c'était plus pour soutenir le régime en place, surtout de Idriss Déby père, décédé. Mais en agissant pour le Sahel. Absolument. Le G5 Sahel. En étant impliqué d'une certaine façon dans le G5 Sahel, mais beaucoup plus pour protéger Idriss Déby. Exactement, pour protéger Idriss Déby, mais aussi repousser les attaques rebelles, parce que là, il s'agit beaucoup plus d'attaques rebelles au nord du Tchad, au nord-est, en frontalier avec la Libye aussi, et parfois même avec le Soudan. Donc, c'était beaucoup plus sur ça. L'attaque de 2007, par exemple, des rebelles a été repoussé par surtout exactement à cette collaboration. Exactement. Donc aujourd'hui en 2024, ce n'est plus les mêmes paradigmes, parce que le Tchad a eu la possibilité de discuter avec d'autres partenaires stratégiques comme la Russie. Le fils Mamad Idriss Déby a rencontré Vladimir Poutine en janvier dernier, par exemple. Et tout ça montre qu'ils ont de meilleures offres. Et je pense que tant qu'on ne revoit pas ce logiciel de la coopération militaire, de la coopération de défense avec les États africains, on va arriver à un dégagisme de ces armées étrangères qui pourrait laisser peut-être place à d'autres forces, ce qui ne serait pas pour moi une solution pérenne face à la question du terrorisme, qui est une guerre aveugle qui peut frapper à tout moment. Alors, je précise en disant aussi que quand vous regardez la question du Tchad, justement, Mahamat aujourd'hui, en réalité, en rencontrant Vladimir Poutine, dans la région, le G5 Sahel, on remarque que les pays qui constituaient le G5 Sahel, notamment le Niger, le Mali, Burkina Faso, tournent dos à la France. Et donc, il se trouve en sécurité avec ces pays-là en créant une union aujourd'hui. Et l'AES aujourd'hui, il se retrouve dans l'AES, lui garantit, en tout cas pour lui, ça lui garantit une certaine sécurité par rapport à l'ancienne coopération. Et sachant très bien que s'il hésite ou bien il traîne à rester avec la coopération française, il peut subir aussi un coup d'État comme les autres l'ont subi, on l'a fait dans leur pays. Donc, en réalité, le schéma, c'est un peu ça. Et puis, quand vous regardez au Sénégal également, le PASTEF est venu au Bénin, au pouvoir, en disant qu'il faut mettre fin à la collaboration avec la France et qu'il faut développer le pays, tout ça là. Donc, ne pas mettre fin à cette coopération aujourd'hui, c'est en réalité ne pas faire ce qu'on a promis aux populations. Donc, ils sont dans la dynamique. Seulement qu'aujourd'hui, et puis Macron l'a dit dans son discours, ils sont demandeurs pour certains pays, notamment la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont demandé à ce que Ouattara fasse la déclaration. On a tout fait de penser que c'est Ouattara qui s'oppose à la France. Mais Macron a livré l'information en disant que c'est eux qui ont demandé que certains pays fassent la déclaration de ce que, oui, ils veulent mettre fin à la coopération avec la France pour autant. Mais n'oubliez pas que dans certains pays, je ne le dis pas, je crois que Hamzat ne dira pas le contraire, il y a des sociétés privées qui remplacent cette coopération. Donc, on a tout fait de penser que les bases militaires de ces pays, de la France, n'existent plus dans certains pays. Mais il y a des sociétés privées quand même
qui viendront jouer le rôle, tout comme Wagner joue le rôle dans le Sahel. Dans le Sahel. Mais non, vous savez que des présidents tchadiens et sénégalais ont répondu aux propos d'Emmanuel Macron. Ils se sont abstenus d'insulter, de dire des insultes à l'endroit du président français, comme lui l'a fait en parlant d'ingratitude, d'impolitesse. Mais quelle lecture on fait? Macron a utilisé un terme. Moi, j'ai suivi le discours jusqu'à la fin, son discours face aux ambassadeurs. Il a utilisé un terme que moi, je n'ai pas du tout aimé. En réalité, il traite tous ceux qui sont contre la présence militaire en Afrique d'activistes. Tout à fait. Et c'est en réalité une manière d'insulter et les peuples africains, les dirigeants africains qui ne sont pas d'accord. Et la manière avec laquelle Ousmane Sonko et autres ont répondu, c'est de leur droit, ils sont chefs d'État. On ne saurait parler à des chefs d'État comme si on parle à des garçons de course. Donc, chaque pays doit pouvoir, au-delà de tout, montrer sa souveraineté pour dire, attention, monsieur Macron, là où vous allez, là, nous ne sommes pas d'accord. Et c'est en cela que Emmanuel Macron, aujourd'hui, est-ce qu'avec la politique entre la France et l'Afrique aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? Il revient aux Français d'apprécier maintenant et de voir. Et puis, les Africains ne doivent pas perdre de vue quelque chose. La France essaie d'endormir les Africains, en se retirant, en faisant semblant de se retirer. Mais ils reviendront sous une autre forme. Et c'est en cela qu'il faut faire très attention. Votre lecture de la réponse du président tchadien et du Premier ministre sénégalais? Historiquement, ce à quoi on assiste, c'est du jamais vu. Hein. Pendant l'espace de 2-3 ans, oui. On assiste à un rejet, je vais dire systémique, par rapport à la présence de plusieurs forces étrangères. Il ne s'agit plus que de la France. Je pense que même les États-Unis ont vu leurs accords dénoncés avec le Niger, avec le Tchad aussi. Et c'est du jamais vu. Je pense qu'il y a justement, pourquoi se réveiller? Pourquoi maintenant? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, comme je le disais, le néocolonialisme, en réalité, c'est jamais fini. On a eu nos indépendances en 1960. Mais la présence des forces étrangères a toujours été remise en question. Ils ne sont jamais partis en réalité. Et les raisons pour lesquelles ces forces sont présentes sont des raisons troubles en réalité. Et au fil du temps et avec l'intrusion d'Internet un peu partout, même au fin fond de nos villages, la guerre de l'information est de plus en plus perdue par l'Occident au détriment de nos États et de leur population. Donc, face à ce réveil, je pense qu'il fallait... La guerre de l'information et la guerre du renseignement. Et du renseignement également. Sont pratiquement perdus par ces puissances dans certains pays. Sont de plus en plus perdus surtout. Et je pense que ça a occasionné ce réveil au plus profond même de nos États. Et à cela s'est ajouté de nouveaux types de dirigeants. Ailleurs, c'est des militaires, mais le Sénégal, par exemple, ils sont venus par voie démocratique. Ils ont été plébiscités à la fois à l'Assemblée, mais également à l'exécutif. Et ça dénote un nouveau dynamisme. Nous sommes face à un nouveau monde en réalité. Un nouveau vent qui souffle. Un nouveau monde, un nouveau vent qui met surtout en lumière ces États dits pays sous-développés. Et d'ailleurs, ce thème de sous-développement a été inventé de toutes pièces pour continuer à dominer ces États, pour que le rapport de force soit toujours le même, c'est-à-dire les États qui ont remporté la Deuxième Guerre mondiale en 1945 continuent de dominer avec des instruments, notamment ceux de Bretton Woods financièrement, avec d'autres instruments militaires, etc., pour que l'émancipation ne soit jamais complète. Ça, c'est des choses qu'on peut constater. Mais au-delà de tout ça, aujourd'hui, je pense que les États qui aspirent à ce discours de souveraineté doivent aller au-delà des discours, doivent aller au-delà des symptômes employés en mettant plus d'action dans la balance. Parce que la question du terrorisme, c'est factuel. Les populations souffrent sérieusement dans nos contrées. Donc, il va falloir apporter des alternatives concrètes. Si vous ne voulez plus de la France ou des États-Unis, c'est un fait. Mais il va falloir régler la question du terrorisme, de l'insécurité ou de la disparition de l'État. Parce qu'il faut remarquer qu'à certains endroits, l'État n'existe plus. Quasiment dans tous les États subsahariens. En fait, ils ont réussi à faire disparaître l'État dans les parties septentrionales de ces pays. Et notamment au Bénin, quand vous voyez ce qu'ils sont en train de faire, c'est en réalité faire disparaître l'État. Alors qu'en réalité, il faut réfléchir à aller au-delà. Et c'est ce qui nous rattrape aujourd'hui. Quand on parle de nos frontières qui sont poreuses, c'est des questions qui devraient être éludées depuis 1960.
ou à minima depuis 1991. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme si on n'a pas du tout fait un seul bond en avant concernant la question de la protection de nos frontières. Il y a eu plusieurs agences au Bénin, je parle de ce que je sais, plusieurs agences qui ont été créées pour lutter contre la porosité de nos frontières. La police des frontières, la BGF. La BGF surtout de M. Baglo, qu'est-ce qui a vraiment été mis en place? Il y a la police des frontières, la balance, exactement aussi. Il y a aussi maintenant la garde nationale. Donc, suffisamment d'instruments, mais qu'est-ce qui a été mis dans la balance pour que ce soit effectif sur le terrain? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la guerre militaire, au-delà de la question de la défense, moi, j'évoque souvent l'insécurité alimentaire. Nos États ne doivent pas perdre de vue cette priorité. C'est très bien d'organiser des festivals, c'est très bien d'avoir, de diversifier, je vais dire, nos sources de revenus, mais il est fondamental de comprendre que la question de l'insécurité alimentaire est une question préoccupante qui devrait être la priorité des priorités de nos gouvernants. Et c'est d'ailleurs sur ça que les puissances, parfois, les gens viennent surfer avec ces populations dans ces régions-là pour dire, écoutez, vous êtes oubliés. Exactement. Alors, défendez-vous. En réalité, il y a un lavage de cerveau. Donc, dès aussi longtemps qu'on ne va pas se concentrer sur les problèmes de ces communautés, on aura des proches de résistance dans ces communautés qui viendront détruire parce qu'en réalité, estimant qu'on les a abandonnés, on les a oubliés, et d'autres viennent leur donner un peu de moyens pour semer la terreur. C'est bien ça. En fait, tout est lié. Parce que quand j'évoque l'insécurité alimentaire, et je finis là-dessus, quand j'évoque l'insécurité alimentaire, ça occasionne d'autres désastres, notamment sociaux. Quand les jeunes vont du côté du terrorisme, beaucoup de jeunes aujourd'hui vont du côté du terrorisme, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de faire joujou, non, c'est parce que justement ils ont été délaissés par l'État, justement parce qu'au sein de ces régions, il y a très peu d'écoles, très peu d'hôpitaux, très peu de présence administrative, très peu d'eau, et ça occasionne cette disparité de l'État qui est surtout accentuée par cette question. Je ne sais pas si la régie pourra nous accorder quelques minutes de plus avant que nous mettions un terme à ce numéro de Matin d'Éden, mais je voudrais tout simplement, afin de finir, le Bénin a été cité par le président français en parlant du renforcement de leur partenariat. N'est-ce pas une manière de venir confirmer les attaques du président nigérien par rapport au Bénin, les risques dont il parle? Écoutez, moi je pense qu'il faut séparer les choses. J'ai dit tout à l'heure que les propos d'Emmanuel Macron étaient des propos maladroits. Mais en ce qui concerne le général Tiani, il est un chef d'État. Il a certainement il a toujours accusé le Bénin d'abriter les Français et que c'est un risque pour leur pays aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme. Je pense que la question de confiance est une question centrale quand il s'agit de gouvernance, quand il s'agit de diplomatie et surtout dans une période d'instabilité. Je ne dis pas qu'on est en guerre parce que ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Oui. La guerre asymétrique n'est pas comme une guerre physique ou classique du tout. Je pense que nous sommes face à cette guerre invisible qui nous oblige à coopérer avec nos voisins. Mais pour coopérer avec nos voisins, il est important qu'on ait confiance en l'autre. Et c'est normal, le Niger a perdu confiance au Bénin. Le processus du retour de la confiance, ça prend du temps. C'est ce que notre diplomatie doit comprendre. On ne peut pas obliger le Niger à revenir comme avant juillet 2023. Donc, c'est impossible en réalité. Pour guérir d'une blessure, ça prend du temps. Même la simple ouverture d'une arcade, ça prend minimum 7 jours pour guérir, 7 jours pour se fermer. Et même après la fermeture, il faut penser à complètement fermer la plaie. Donc, je pense que face à ça, il faudrait mettre en place une stratégie pour un retour de notre... Parce qu'on ne peut pas remporter cette guerre seule. Justement, on ne peut pas remporter cette guerre seule. L'information ne se fera pas seule. Et nos forces armées, je leur rends d'ailleurs hommage sur ce plateau, ne pourront pas faire tout ça. Justement, la preuve, c'est les frappes terroristes qu'on a observées. J'allais y venir, c'est-à-dire ces frappes sont factuelles en réalité, mais c'est parce qu'il y a rupture de confiance que ça grave, parce qu'il y a quelques années... Et rupture de communication. De communication aussi, d'information entre les différents États. C'est crucial pour remporter cette bataille contre cette guerre, contre ces terroristes. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron,
en insistant sur le changement de la méthodologie française vis-à-vis de certains États africains, c'est normal en réalité parce qu'il a perdu une sorte de bataille et en tant qu'État, grand État, il est important peut-être de revoir la carte, la configuration. Et c'est dans ce sens qu'il parle de stratégie revisiter oui, avec le Nigeria et le Bénin. Mais cela ne veut pas dire, que le général Tiani a aussi raison. Non. Parce que le général Tiani aussi, il est un peu va-t-en-guerre à tout vent contre la France. Ce qu'on peut comprendre eu égard à la séparation, à la rupture de confiance. Mais j'insiste là-dessus, il faut nuancer les choses. Ce n'est pas parce que le Niger a une crise de confiance avec la France que ça nous empêche en tant qu'État souverain de les rassurer, sur tous les plans. Parce qu'il ne s'agit pas que de la guerre ici. Il s'agit de la culture, il s'agit du social, de la politique, de la géopolitique et bien d'autres choses. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'en tant qu'État africain, si on veut s'en sortir véritablement, on doit aller vers le multi-alignement. Oui. Le multi-alignement, c'est diversifier nos partenaires. On peut discuter avec les Russes au petit déjeuner, déjeuner avec les Français et dîner avec les Chinois ou les Américains au nom de nos intérêts. Et en la matière, en diplomatie, en relations internationales, les États n'ont pas d'amis, on doit insister là-dessus, mais non que des intérêts. D'accord. D'ailleurs même, en fait, quand vous parlez de la bataille d'Emmanuel Macron, je crois qu'un ancien président français a dit que la France a perdu la bataille, mais pas la guerre. Donc il faut, voilà, il faut quand même rappeler au chef d'État africain qu'en réalité, la France semble perdre une bataille. Mais dans sa tête, elle n'a pas perdu la guerre et donc elle reviendra de plus belle manière. Et comme je l'avais dit déjà, le Bénin seul ne peut pas régler cette affaire de terrorisme. Il n'y a pas matière à penser que nous sommes forts seuls. Mais les propos d'Emmanuel Macron, Roland Tonneikes, ne viennent-ils pas compliquer la relation entre le Bénin et le Niger? Il revient, Emmanuel Macron a fait une déclaration devant les ambassadeurs. Il revient au Bénin de poser les actes pour dire, en fait, ce que Macron a dit, en réalité, ce n'est pas exactement ça. Mais nous sommes dans une dynamique de protéger nos populations. Absolument. Et donc, par conséquent, nous devons agir pour que nos populations soient protégées. Donc, je ne crois pas que ce soit une déclaration d'Emmanuel Macron qui empêche le Bénin de prendre une nouvelle dynamique dans cette lutte contre le terrorisme. Il revient aux dirigeants de réfléchir pour dire qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos soldats, qu'est-ce que nous faisons pour protéger nos territoires. Parce que vous avez vu la vidéo qui a circulé, et que c'est un territoire désert. Et au fur et à mesure que ça se passe comme ça, c'est que ces djihadistes viennent prendre possession de nos territoires. Et en réalité, il y a la disparition de l'État dans ces régions, tel que le disait Hamza. Il revient au Bénin maintenant de revoir sa dynamique. Et je crois qu'en travaillant en synergie d'action avec les autres pays, un jour, on peut dire oui, on met fin au terrorisme. Votre mot de fin. On doit renouer avec le bilatéralisme. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas entre la CEDEAO et l'AES que le Bénin va suivre forcément la tendance. Non. En la matière, je pense qu'on doit renouer notre coopération bilatérale avec le Niger sur tous les plans, sur le plan surtout sécuritaire, pour gagner cette guerre de l'information et cette guerre du renseignement qui est fondamentale dans la lutte contre le terrorisme. Deuxième chose, renforcer également la coopération bilatérale avec le Nigeria et le Burkina Faso, sans oublier également le Togo qui a également eu des moyens, qui a employé des moyens très forts qu'on peut copier. Et le Ghana désormais qui décide de rejoindre l'AES. L'AES, tout à fait. Exactement. Donc je pense que face à tout ça, la coopération bilatérale ne doit pas mourir. Et ceux qui s'accrochent encore à la CEDEAO, comme la CEDEAO n'a pas trouvé les solutions quand il le fallait, donc il va falloir se réinventer ou disparaître, comme le disait Darwin. Et je finis là-dessus en évoquant un point sensible, c'est que la coopération aujourd'hui entre la France et plusieurs États africains doit être complètement revue, surtout quand il s'agit de la coopération militaire. Et ça, les dirigeants aussi africains doivent le comprendre. Le contenu en réalité de cette coopération. Moi, je voudrais juste terminer en disant ceci. Les populations expriment un besoin de rompre avec tout ce qu'il y avait comme partenariat par le passé. L'image forte que les gens doivent retenir, c'est que beaucoup de chefs d'État sont rendus au Ghana à l'investiture du nouveau président, mais ils étaient comme si inexistants. Mais quand on a vu l'arrivée d'Ibrahim Traoré, vous allez voir que tout le peuple l'a accueilli. Ça montre clairement qu'il y a un message qui est passé. Il revient au chef d'État d'Afrique d'écouter davantage les populations pour dire dans quelle dynamique nous allons évoluer maintenant
plutôt que de penser que nous évoluons dans une dynamique qui arrange toujours peut-être une coopération qui, tout le temps, n'a pas pour autant rendu service au peuple africain. Merci à vous, Roland Tonneikes. Merci, Hamzat Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions géopolitiques. Roland, journaliste et analyste politique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez-moi demain, même chaîne, même heure et surtout avec le même plaisir.